Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question palestinienne déchaîne toujours les passions, et cela est normal étant donné la sacralité de cette terre pour les trois religions monothéistes. Avec ce qui s'est passé ces derniers jours, on nous propose une certaine narration des événements dans les médias. Une narration qui dit notamment qu'Israël ne fait que réagir aux attaques du Hamas du 7 octobre dernier et ne fait que se défendre. On nous dit aussi que les Palestiniens détestent les Juifs, que c'est dans leur nature, leur culture, et que donc la paix avec eux est impossible. En somme, Israël est toujours la victime qui se défend et les Palestiniens sont les agresseurs. Pour savoir comment se positionner vis-à-vis de ce discours, il n'y a qu'une solution: revenir sur l'histoire moderne de cette terre. Cela permet de comprendre les événements, car il y a une grande différence entre être informé des événements et comprendre ces événements. Être informé, cela signifie savoir que telle chose s'est passée. Mais comprendre, c'est connaître les événements qui sont à l'origine de ce qui est arrivé. Connaître les liens de causalité qui ont abouti à cet événement. Par exemple, si quelqu'un voit une personne frapper une autre personne, il va se dire que celui qui a frappé est en tort. Mais s'il apprend qu'avant cela, c'est celui qui l'a frappé qui l'a agressé en premier, et donc que lui ne faisait que se défendre, là il comprendra ce qu'il a vu. Il n'est pas seulement informé, il comprend ce qu'il a vu et il peut porter un jugement plus juste. Très souvent, les médias mainstream nous rapportent une information sans donner l'outil nécessaire pour la comprendre. Et cet outil est la connaissance des événements antérieurs qui sont à l'origine de ce qui est rapporté. C'est pourquoi, pour comprendre ce qui se passe en Palestine, il est absolument indispensable de revenir sur l'histoire moderne de cette partie du monde. Ainsi, nous verrons qui répond à qui est l'agresseur et qui est l'agressé qui se défend. Mais avant toute chose, j'aimerais rappeler quelque chose. C'est que, en tant que musulman, je suis bien sûr attaché à cette terre qui est le troisième lieu sacré de l'islam. Mais cela n'empêche pas que l'islam nous oblige à être du côté des opprimés contre les oppresseurs, quelle que soit la religion des uns et des autres. Si des musulmans opprimaient des non-musulmans, là-bas ou ailleurs, nous devrions être du côté des non-musulmans opprimés. C'est cela les valeurs de l'islam. Je vais donc dans cette vidéo revenir sur l'histoire moderne de cette terre. Nous allons revenir à un peu plus d'un siècle en arrière pour essayer de comprendre comment est-ce que on en est arrivé là aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, l'idée d'un pays pour les Juifs fait son chemin parmi les élites juives. Des élites qui sont lassées des injustices subies par leur peuple. En 1897, au congrès de Bâle, en Suisse, et suite aux pogroms subis par les Juifs en Europe de l'Est et aux injustices dont ils sont victimes en Europe, des injustices symbolisées par l'affaire Dreyfus en France, un dénommé Théodore Herzl expose dans ce congrès son projet de l'instauration d'un foyer juif en Palestine. C'est la naissance du sionisme. Qu'est-ce que le sionisme? C'est une idéologie politico-religieuse qui porte le projet de la création d'un État juif en Palestine. Petite remarque, nous voyons bien que c'est en Europe que les Juifs furent persécutés, en Europe et en Russie. C'est là-bas qu'ils furent persécutés, parfois massacrés, alors qu'ils pouvaient vivre en paix durant des siècles dans le monde musulman, notamment au Maghreb, en Palestine, en Turquie. Et je me permets de rappeler aussi que lors de la conquête de l'Espagne par les chrétiens, les musulmans et les juifs y furent soit tués, soit déportés. Et où est-ce que les juifs ont pu trouver refuge? C'est en terre d'islam. L'antisémitisme est quelque chose d'européen. Revenons à notre sujet. À partir de cette proclamation au congrès de Bâle, les porteurs de ce projet, jusqu'alors inconcevable, vont œuvrer pour le concrétiser. Théodore Herzl se sent juif d'un point de vue ethnique, mais il n'est pas religieux. Il envisage d'ailleurs l'Argentine comme lieu d'installation de son projet d'État. Il écrit dans son livre L'État juif, je cite, « Faut-il donner la préférence à la Palestine ou à l'Argentine? L'Argentine est l'un des pays les plus riches du monde, d'une superficie énorme, avec une faible population et un climat modéré. La République argentine aurait plus grand intérêt à nous céder un morceau de son territoire. L'infiltration juive actuelle y a naturellement provoqué quelques mécontentements.
Il conviendra donc d'éclairer l'Argentine sur la nature différente de la nouvelle immigration juive. La Palestine reste notre patrie historique inoubliable. Son seul nom constituerait pour notre peuple un cri de ralliement d'une extraordinaire puissance. Si Sa Majesté le Sultan consentait à nous donner la Palestine, nous pourrions nous charger de mettre en ordre les finances de la Turquie. L'idée de l'Argentine sera rapidement abandonnée car juste la mention de la Palestine est beaucoup plus mobilisateur pour le peuple juif et donc pour les motiver à prendre part à ce projet d'installation d'un État juif. Et donc, comme il est mentionné dans son livre, le projet de Théodore Herzl est de proposer au calife ottoman de racheter le territoire de la Palestine. Et à cette époque, l'Empire ottoman est en grande difficulté économique. Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, le califat n'a pas su faire face à la révolution industrielle européenne et son économie décline au point d'être noyée par une dette colossale. Comme il est mentionné dans le passage que nous venons de citer, la stratégie donc de Théodore Herzl est de proposer au calife de l'époque, Abdulhamid II, de combler la dette de l'Empire ottoman en échange de la terre de Palestine. Il lui fit cette demande en 1901, mais la réponse du calife est cinglante et elle est devenue célèbre. Il lui répond: conseiller au docteur Herzl de ne pas prendre de nouvelles mesures sérieuses dans cette affaire. Je ne peux pas me défaire d'un seul pouce de la terre de Palestine. Elle ne m'appartient pas, mais appartient plutôt à la nation musulmane. Mon peuple a combattu pour cette terre et l'a irriguée de son sang. Que les Juifs gardent leurs millions, si vraiment un jour le califat venait à se disloquer, les Juifs pourront alors prendre la Palestine pour rien. Mais tant que je suis en vie, il me sera plus aisé d'être désossé que de voir la Palestine coupée du califat. Et cela ne se produira pas. Mais la Première Guerre mondiale change la situation géopolitique internationale. Le califat ottoman en sort très affaibli et y vit ses dernières heures. Il tombera officiellement en 1924. Durant la guerre, les Alliés se partagent les territoires du califat ottoman. La Palestine, qui devait être un territoire international selon les accords de Saïs-Picot, devient finalement un protectorat anglais. En 1917, le Lord Balfour, Premier ministre anglais, fait une déclaration dans laquelle il se dit favorable à la constitution d'un foyer juif en Palestine. L'immigration de Juifs en Palestine, qui avait débuté depuis la fin du XIXe siècle, s'amplifie. Des Juifs achètent des terres aux Palestiniens, mais leur intention n'est pas d'y vivre en bonne entente avec la population locale. Plus leur nombre devient important, plus ils se montrent hostiles aux musulmans et commencent à proclamer ouvertement que la Palestine leur appartient. C'est ce qui va entraîner les premiers mouvements de résistance palestiniens. Le premier fut la révolte de 1920, menée par Amin al-Husseini, une révolte réprimée par le pouvoir anglais. Il y eut également la révolte de Jaffa en 1921, après que Churchill eut refusé d'annuler la déclaration du Lord Balfour. En 1925, le Syrien Izz-ud-Din al-Qassam fonde son mouvement, le djihad islamique, pour lutter contre ce qui est maintenant vu par les Palestiniens comme les prémices d'une occupation encadrée et chapeautée par l'Angleterre. En 1929, l'ouest de la mosquée d'Al-Aqsa, comprenant le mur d'Al-Buraq, le mur des Lamentations, est occupé par les sionistes. Cela provoque une nouvelle révolte avec des morts et des blessés des deux côtés. On compte 133 morts et 369 blessés du côté des colons et 116 morts et 232 blessés du côté des Palestiniens. En 1931, le Congrès de Jérusalem, rassemblant 22 pays arabes et musulmans, marque le début de la tentative de résolution du problème sur le terrain politique. En 1936, il y a une grande révolte palestinienne, impulsée par la brigade d'Al-Qassam, qui déclare une guerre totale aux colons et aux Britanniques. La résistance coupe les ponts, les routes, les lignes télégraphiques et téléphoniques. Mais cette révolte prend fin sous la pression politique des pays arabes qui comptent sur la Grande-Bretagne pour faire régner la justice en Palestine. Ce sera la première, mais pas la dernière fois, que les pays arabes abandonnent la résistance palestinienne. En 1937, la commission Peel, une commission royale britannique censée établir les conditions de la paix, recommande le partage de la Palestine entre un État juif indépendant
et un État arabe annexé à la Jordanie, alors que les pays arabes espéraient la recommandation d'un seul État palestinien respectant les droits de la communauté juive. Les milices armées sionistes voient alors le jour. Il y a Haganah, Irgun et Stern. Elles sont entraînées et armées par la Grande-Bretagne, ce qui les amène à prendre le dessus sur les mouvements de résistance, eux-mêmes abandonnés par les pays arabes. Ils tuent les leaders emblématiques, et notamment Izzuddin al-Qassam. En 1944, suite à la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis deviennent la première puissance mondiale. Et en raison des massacres nazis envers les Juifs d'Europe, les sionistes parviennent à rallier l'opinion publique américaine. Ils n'ont plus besoin de l'Angleterre. Les colons, dont l'armée comptait 60 000 hommes, font une série d'attentats contre les intérêts anglais. Le leader sioniste est David Ben Gourion, personnage central dans la création de l'État d'Israël, dont on ne peut que reconnaître la franchise lorsqu'il s'agit d'exposer le véritable projet sioniste. Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place. David Ben Gourion, futur Premier ministre d'Israël, 1937. Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. C'est vrai que Dieu nous l'a promis, mais en quoi cela les concerne? Notre Dieu n'est pas le leur. Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce de leur faute? Ils ne voient qu'une seule chose. Nous sommes venus et avons volé leur pays. Pourquoi devraient-ils l'accepter? David Ben Gourion, le Premier ministre israélien. Cité par Nahum Goldman dans Le paradoxe juif. La carte actuelle de la Palestine a été dessinée sous le mandat britannique. Le peuple juif possède une autre carte que les jeunes et les adultes doivent s'efforcer de mener à bien, celle du Nil à l'Euphrate. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU vote la partition de la Palestine entre un État juif et un État arabe. La narration souvent proposée en Occident est que la création de l'État d'Israël est la conséquence directe du massacre des Juifs par les nazis. Mais nous voyons bien qu'il s'agit plutôt d'une étape dans la concrétisation d'un projet entamé plusieurs décennies auparavant. De plus, on pourrait dire que si ce qu'ont subi les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale justifie qu'une terre leur soit donnée, très bien, nous pouvons l'entendre, mais rappelons quand même qu'au même moment, les Alliés se partagent l'Allemagne. Or, les Palestiniens n'ont rien à voir avec ces crimes qui ont été perpétrés par un pouvoir allemand. Il aurait été logique que ce soit l'Allemagne qui concède une partie de son territoire, d'autant que l'Allemagne était sous le contrôle total des Alliés, la France, les USA, l'Angleterre et la Russie. La proclamation officielle de l'État israélien et le retrait de la Grande-Bretagne sont prévus pour le 15 mai 1948. Pour préparer cette officialisation, la Grande-Bretagne livre 20 chasseurs bombardiers aux organisations armées juives qui se sont regroupées pour former l'armée israélienne, et les États-Unis leur envoient des chars de combat. L'armée israélienne veut profiter du temps restant de la présence anglaise pour conquérir des territoires avant qu'elle se retire. Le 2 avril 1948, la faction Haganah attaque le village El-Qastal à l'ouest de Jérusalem. La résistance palestinienne menée par Kader al-Husseini ne compte que 56 volontaires et est pauvre en armes. Il demande alors l'aide de la commission arabe, qui abandonne à nouveau la résistance en refusant de fournir des armes et des munitions à al-Husseini et en prétendant étudier la possibilité de le faire après le 15 mai, soit après le retrait de la Grande-Bretagne. Le 9 avril 1948, c'est le massacre de Der Yassin. La milice Haganah se livre à un massacre digne des pires formes de la barbarie humaine. Ils entrèrent dans ce hameau de 400 habitants et tuèrent hommes, femmes et enfants sans aucune retenue. 250 civils innocents sont abattus. L'attentat était mené par Menahem Begin, qui fut plus tard le Premier ministre d'Israël. Et il dit au sujet du massacre de Der Yassin que cette opération fut un succès spectaculaire qui a terrorisé les Arabes qui ensuite fuyaient épouvantés en apprenant notre arrivée. Il s'agit d'un facteur décisif de notre victoire. Fin de citation. L'officialisation de l'État d'Israël le 15 mai 1948 et le retrait total de la Grande-Bretagne marquent le début d'une guerre entre des pays arabes et Israël. Une guerre qui dura un peu moins d'un mois et durant laquelle les armées arabes prennent le dessus.
Le 11 juin 1948, les Arabes déclarent un cessez-le-feu et le début des négociations. Mais les Israéliens profitent de cette pause pour se renforcer en hommes et en armes en provenance d'Europe. Le 11 juillet, donc un mois plus tard, les combats reprennent. Mais les Arabes sont surpris du niveau d'armement des Israéliens qui prirent largement le dessus cette fois. Les villes et les villages palestiniens tombent un à un. Les habitants sont forcés de quitter leur demeure. L'armée israélienne détruit 478 villages. On compte 34 massacres de femmes et d'enfants. Israël annexe 78% du territoire palestinien, alors que la résolution de l'ONU en prévoyait 54%. Les Arabes trahissent une fois de plus leurs frères palestiniens en signant un accord de paix. 750 000 Palestiniens sont forcés à l'exil et deviennent des réfugiés. C'est ce que les Palestiniens appellent la Nakba. 1964 voit la création du mouvement de résistance, le Fatah, par son leader Yasser Arafat. Ce mouvement n'est pas reconnu dans un premier temps par la Ligue arabe, mais il deviendra l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, une fois reconnue par cette ligue. Cette organisation est d'inspiration nationaliste et sera à la tête du mouvement de résistance palestinien jusqu'à la fin des années 90. En 1967, c'est la guerre des 6 jours. Israël fait une offensive contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. En réponse, les 3 pays forment une coalition, mais se font terrasser en 6 jours. Et à cette occasion, Israël en profite pour coloniser des terres et multiplier par 3 sa superficie en dépit du droit international. Droit international que Israël n'a jamais respecté. C'est le pays qui a été le plus rappelé à l'ordre par les résolutions de l'ONU, mais bien sûr sans effet concret. En 1972, le mouvement Fatah de Yasser Arafat oppose une résistance farouche à Israël, en Palestine, mais aussi à l'extérieur, en procédant à des détournements d'avions de tourisme israélien. Et en 1972, un événement a eu un impact mondial. Lors des Jeux olympiques de Munich, un commando palestinien prend en otage l'équipe olympique israélienne. Le projet est de négocier la libération des prisonniers palestiniens contre celle des otages. Mais après avoir repoussé l'ultimatum plusieurs fois, le gouvernement israélien, mené par Golda Meir, refuse l'échange de prisonniers. Et finalement, l'accord se fait sur la libération des otages contre une grosse somme d'argent. Mais alors que l'échange doit se faire à l'aéroport de Munich, une fusillade éclate, les 12 otages trouvent la mort, ainsi que 5 membres du commando palestinien. Fort de sa victoire lors de la guerre des 6 jours, à peine nuancée par la guerre de Kippour en 1973, qui fut une fausse victoire des pays arabes, les Israéliens n'hésitent pas à procéder à des massacres et des provocations. Et on pense notamment au massacre des 2 camps de réfugiés palestiniens au Liban, Sabra et Shatila, en 1982. Un massacre commis par les milices phalangistes libanaises avec l'appui et la supervision de l'armée israélienne avec à sa tête Ariel Sharon. C'est Ariel Sharon qui fut Premier ministre israélien en 2001. Femmes et enfants sont massacrés. Des témoignages rapportent des viols de femmes et de fillettes, des enfants égorgés devant leurs parents, des personnes enterrées vivantes par des pelleteuses, des pelotons d'exécution dans des stades. Les milices attaquent même l'hôpital où se trouvaient des blessés, tuant médecins et patients. Ces événements, ainsi que l'étouffement économique des territoires palestiniens sous contrôle israélien, les tentatives d'envahir la mosquée d'Al-Aqsa, 3e lieu sacré de l'islam, et le désespoir d'obtenir une paix face à un envahisseur aussi impitoyable, tout cela pousse le peuple à se révolter. Une étincelle alluma la mèche. Un Israélien au volant d'un camion fonça volontairement sur 2 voitures de travailleurs palestiniens, tuant 4 d'entre eux. Suite à cela, le peuple palestinien se soulève contre l'occupation en s'armant de pierres. On l'appelle également la révolte des pierres, la révolution des pierres. Cette révolte fait émerger un mouvement de résistance d'inspiration islamique né peu de temps auparavant, le Hamas, fondé par le cheikh Yassine. Et malgré la faiblesse de l'armement, qui se réduit à des lance-pierres, Israël est touché par cet embrasement de la jeunesse qui a influencé aussi l'opinion publique internationale, choquée par les images de la violente répression israélienne. Face à ce nouveau type de combattant, le ministre de la Défense israélien opte pour une
opte pour ne plus tirer sur les manifestants, mais de leur casser les os. Ainsi, ils ne pourraient plus participer aux manifestations ni lancer de pierres. En 1994, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, alors leader de la résistance palestinienne, signent un accord de paix qui s'est révélé être un simulacre. Israël ne respecta aucun des accords et doubla le nombre de ses colonies durant les pourparlers. Je répète, durant les pourparlers des accords d'Oslo, Israël double ses colonies. Et cette tromperie va engendrer une frustration qui va amener à une deuxième intifada. Une deuxième intifada qui donna lieu à de nouveaux massacres, comme celui dans le camp de Jenin en 2002. خليها تحكي اخرى بدك تحكي قلت لك قد اولادي انا والله اولادي كلهم لفلسطين يما والله اولادي بناتي والله ان شاء الله ما دام عايشه يما لخلي كل الناس يما والله فينا تفرجوا صورونا بالله صورونا صوروا همنا. Le bilan de cette deuxième intifada est de 3443 morts côté palestinien et 724 morts côté israélien. En 2006, Israël prétend faire un geste pour la paix en concédant aux Palestiniens l'administration de la bande de Gaza. Les faits ont montré depuis que le véritable objectif de cette opération était de faire de ce territoire étroit un véritable camp de concentration pour y parquer les habitants et contrôler la résistance qui est plus déterminée qu'ailleurs. La bande de Gaza est acculée à la mer, 365 km² dans lesquels s'entassent 2 millions d'habitants. Toute la frontière est contrôlée par Israël, y compris celle avec l'Égypte. Le territoire est entouré de checkpoints, ce sont des postes frontières qui empêchent les habitants de circuler, et rien n'entre ni ne sort sans l'aval d'Israël qui contrôle absolument tout. En 2007, des élections y sont organisées par l'ONU, donc l'Occident. Le plan des pays occidentaux, qui sont des soutiens inconditionnels d'Israël, était de placer un gouvernement qui leur est soumis, ce qu'était devenu le mouvement OLP, ex-Fatah, et son leader Mahmoud Abbas, Yasser Arafat étant mort en 2004. Mais à la surprise générale, les élections sont remportées par le mouvement Hamas. Les pays occidentaux font machine arrière et ne reconnaissent pas le résultat des élections qu'ils avaient eux-mêmes organisées. En 2008, ce sont les premiers bombardements de Gaza. Israël, qui est soutenu idéologiquement et matériellement par les États-Unis, et qui possède l'une des armées les plus puissantes du monde, bombarde Gaza, l'endroit où la densité de population est la plus élevée au monde. Cela en prétextant répondre à des tirs de roquettes venus de Gaza. Les bombardements durent 21 jours, le bilan est de 1436 morts, 5400 blessés, 4100 habitations détruites. En plus de cela, Israël décide d'un blocus sur Gaza et y interdit l'introduction de tout ce dont un peuple a besoin pour vivre. Le pouvoir sioniste a un contrôle total de l'approvisionnement de Gaza, ce qui lui permet d'affamer le peuple gazaoui et de le priver de toute possibilité de bâtir une société. S'ensuivront des bombardements similaires de façon régulière, et les plus violents ont lieu en 2014 et 2021. Le bilan de ces bombardements s'élève à 6399 morts, dont beaucoup de femmes et d'enfants, et plus de 152 000 blessés. En plus de ces bombardements, il convient de rappeler le supplice quotidien qu'est de vivre dans le camp de concentration de Gaza, en raison du blocus terrestre, maritime et aérien.
96% de l'eau n'est pas potable. L'électricité n'y est disponible que quelques heures par jour et la pénurie de carburant est constante. L'approvisionnement de ces ressources indispensables à la vie est sous le contrôle israélien, ce qui prive les Gazaouis de leurs besoins élémentaires pour vivre. Dans un rapport, Amnesty International déclare: le blocus asphyxie la population, dont plus de la moitié est constituée d'enfants, dans pratiquement tous les aspects de la vie quotidienne. Aujourd'hui, certains voudraient nous faire croire que l'histoire commence le 7 octobre dernier. On nous dit que les bombardements depuis sont la réponse à l'attaque du Hamas. Mais nous voyons bien que cette histoire n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Elle n'a pas non plus commencé en 1948 suite à la barbarie nazie. Ce projet d'occupation de la Palestine avait commencé bien avant. Donc je laisserai ceux qui verront cette vidéo se faire une idée de qui est l'agresseur et qui est l'agressé dans cette histoire, qui est l'oppresseur et qui est l'opprimé, mais je terminerai sur une question adressée à tous ceux qui ne cessent de répéter qu'Israël a le droit de se défendre. Eh bien, à eux, je leur demande, d'accord, mais la Palestine a-t-elle le droit, elle, de se défendre ?